On découvre avec vous, Angélique, ces images. Ce sont des objets exposés au musée du Quai Branly à Paris. Des statues de rois, certaines acquises ou pillées par la France à la fin du 19e siècle, durant la période coloniale. Les trésors d'Abomey. Le Bénin demande la restitution de ces œuvres d'art. La France refuse. Elles font partie, dit-elle, du mobilier de l'État français et elle s'inquiète aussi, la France, des conditions de sécurité et de conservation de ces œuvres si elles étaient transférées au Bénin. Une aile du musée d'Abomey a brûlé il y a une dizaine de jours. Sophie. Non, simplement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait rendre ces œuvres parce que, en fait, il y aurait les moyens de les maintenir en état et d'en faire profiter les populations locales? Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas s'il y a les moyens dans mon pays pour le faire. Il y a le musée Zissou qui est là, peut-être qu'ils sont habilités à récupérer ces œuvres d'art. Si on n'est pas prêt à les récupérer maintenant, on sera prêt dans quelques années à le faire. Ce qui nous appartient, qui appartient à la culture d'un pays, à la mémoire historique d'un pays, ne doit pas être ailleurs. C'est absolument insultant de dire que nous ne sommes pas en mesure, parce qu'une partie du musée a brûlé. Il y a des incendies partout. Il peut y avoir un incendie au Louvre. On ne jugerait pas la négligence du Louvre parce que ça a brûlé. Alors vous lancez un appel au président Macron pour qu'il interfère et qu'il demande à ce que... Moi, je dis que si on veut être une nation très grande, il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs et réparer les erreurs. Ces objets sont partis sans qu'on ait le consentiment des Béninois. Parce qu'on a gagné une guerre, c'est parce qu'on est venu nous coloniser. On n'a pas envoyé d'invitation à personne pour venir nous coloniser. La colonisation, les Africains ne l'ont pas demandé, on n'a pas demandé l'esclavage non plus. À partir du moment où les gens, la colonisation, soit on dit aujourd'hui que la colonisation existe toujours et que les Africains sont toujours sous domination française ou autre, alors là, c'est un autre discours qu'on peut avoir. Mais si on est indépendant et qu'on a envie d'avoir ces œuvres qui sont pour nous émotionnellement remplies d'histoire, de notre lutte. Christophe. Angélique Kidjo, quand Emmanuel Macron dit pendant la campagne électorale pour la présidentielle qu'à propos de l'Algérie, il dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous partagez cette opinion? Absolument. Ouais. Absolument, je la partage. Parce que... tout ce qui s'est passé en Afrique ne se passe nulle part. Le continent africain est le continent encore d'aujourd'hui de tous les fantasmes et toutes les choses négatives que les gens ont envie de nous envoyer. Personne ne nous perçoit comme des êtres humains ayant droit au bonheur, ayant droit à une vie digne. On impose des choses sur les citoyens africains sans leur demander leur avis, bien sûr avec la complicité de nos dirigeants. Mais la question que moi je me pose, après toutes ces années de voir tout ce qui se passe, quel est l'accord qu'il y a entre les pays et les pays africains et les pays qui nous ont colonisés pour que nos dirigeants soient dans l'incapacité de gérer leur pays, de construire des infrastructures, d'avoir une économie de marché qui permette aux jeunes de ne pas être dans les bateaux qui arrivent dans la Méditerranée, que les jeunes meurent. Comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Comment est-ce qu'on investit dans nos pays? Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Et cette question, la personne ne la pose jamais. Pourquoi est-ce que les pays francophones n'ont pas de monnaie? Moi, je ne sais pas les tenants, les aboutissants de ça. Je ne sais pas comment cette monnaie est arrivée. C'est de l'euro pur qu'on nous impose dans un pays pauvre. Moi, cette problématique de monnaie, je l'ai vécu directement. Mon père, qui a travaillé pendant 45 ans à la Poste, il n'a jamais été hors la loi. Il a toujours fait les trucs réglo. Mon père, il est réglo. Ce qui doit être fait, doit être fait. Il a sa retraite. Il y a quelques années de ça, la France a décidé de dévaluer le CFA. Et qu'est-ce qu'il arrive? Sa pension de retraités, qui n'était déjà pas énorme, a été divisé en deux. Il n'avait rien à dire pour se plaindre à personne, c'était comme ça. La France a décidé de dévaluer la monnaie et vous le bouffez comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'injustice qu'on ressent beaucoup en Afrique. Et moi, ma peur, et je suis contre la violence, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun argument pour moi ne peut justifier la violence et la haine, mais il est temps qu'il y ait un minimum de justice dans la façon de gérer les affaires. Angélique Kidjo, comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la relation entre la France et le Bénin, entre la France et l'Afrique de l'Ouest? On est toujours dans une relation pas d'égalité. On ne parle pas d'égo à égo. Parce que, mais si on parlait d'égo à égo, moi, j'aurais des comptes à demander sérieusement à tous les dirigeants des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour l'éducation, pour la route, pour la santé, pour les routes. Si c'est comme ça, on a un problème en Afrique et il faut que nous, les Africains, on gère. Ce n'est pas les autres qui géreront nos problèmes. Ça n'évolue pas? Moi, j'ai pas encore vu d'évolution au niveau des relations politiques. Mais à l'intérieur du pays, de tous ces pays, il y a une jeunesse qui
qui avance, qui a envie de faire des choses. Et il faut qu'on laisse les jeunes revenir investir dans leur pays, que tout ne soit pas bloqué parce que tout est fermé de partout. Il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que si la France veut lutter contre l'immigration, c'est à aider les pays à créer de l'emploi chez eux. Si les gens ont des emplois chez eux, ils ne viendront pas en France, ils viendront en vacances dépenser des sous et repartiront. Angélique, un chiffre maintenant, 4,5 milliards. En 2100, 4,5 milliards d'Africains peupleront la planète contre 1,3 milliard aujourd'hui. Et puis ce pourcentage, 40%. En 2100, 40% de l'humanité sera africaine contre 17% aujourd'hui. Des études scientifiques parlent de bombe démographique au Sahel. Alors je voudrais qu'on écoute aussi ces mots du président Macron au G20 en juillet dernier à Hambourg. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors ces mots ont beaucoup choqué, ils vous ont choqué ? Moi, quand je l'entends parler, j'entends un père qui est en train de faire la leçon de morale aux autres. C'est tout. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un président, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, dise à des millions de gens ce qu'ils doivent faire dans leur chambre à coucher. On ne dit pas aux Français combien d'enfants vous allez avoir. Pourquoi est-ce que les Africains n'auraient pas le droit d'avoir 6 ou 7 enfants? C'est leur responsabilité. Et c'est vrai. D'ailleurs, le chiffre, elle, c'est 5, hein, là, en moyenne. Tandis que les gouvernements africains doivent investir. Et ils parlent de corruption, mais qui corrompt qui? Qui finance la corruption? Il faut être franc. La corruption existe ici, existe aux États-Unis, dans tous les pays européens. Il y a la corruption. La corruption en Afrique nous empêche. La corruption est un vrai problème en Afrique. Hein. C'était d'ailleurs un des éléments du discours d'Obama quand il était à l'Afrique. Mais je suis d'accord, je ne suis pas contre ça. Mais qui corrompt qui? Trouvons les acteurs de cette corruption qui maintiennent les hommes politiques au pouvoir, les dictateurs qui les maintiennent au pouvoir et qui les financent. Qui c'est qui les récupère quand ils sont plus en... Qui c'est qui les protège une fois qu'ils sont plus au pouvoir? Et puis ils peuvent partir avec autant d'argent qu'ils veulent. Mais attendez, c'est quoi cette hypocrisie-là? Angélique Kidjo, Emmanuel Macron, il parle d'un plan Marshall. L'Afrique, elle a besoin de quoi? De réparation à cause de l'esclavage, de la colonisation? Est-ce qu'elle a besoin d'aide au développement, ou est-ce qu'elle a besoin d'investissement? C'est 3 choses très différentes. L'aide au développement, on a vu comment ça s'est passé. L'aide au développement n'a rien changé. Parce que, moi je dis toujours, quand on va aider quelqu'un, si on ne respecte pas la personne qu'on va aider, l'aide n'est pas efficace. Quand on voit les Africains comme des pauvres à aider, sans leur demander ce qu'ils veulent, quand les autres organisations arrivent, ils font leur plan dans leur bureau, ici ils arrivent, les gens les regardent. Quand on est pauvre, qu'est-ce qui vous reste? Le respect de vous-même et votre dignité. Vous pouvez avoir des milliards si les gens ne se sentent pas concernés par le dialogue qu'on peut avoir en tant qu'être humain et comment on travaille ensemble pour trouver une solution aux problèmes que nous avons et que c'est vous qui arrivez parce que vous êtes riche, parce que vous êtes européen, vous avez le complexe de supériorité, vous voulez nous dire ce qu'on a envie de faire. Ça ne marche pas et ça n'a pas marché depuis 50 ans, ça ne marchera jamais. Point. Ça, c'est une chose. Investir. Moi, d'abord, il faut déjà parler des dettes des pays africains. D'où viennent ces dettes-là? Et quand on commence à parler de dette, on se rend compte que la corruption est liée à la dette. Donc, si on veut que les pays africains se développent, il faut qu'on change complètement notre relation avec les dirigeants. Ne plus les corrompre pour les maintenir en place, que ce soit les gouvernements occidentaux ou ce soit les grands groupes qui ne veulent pas payer d'impôts parce que les plus grandes compagnies françaises ou autres, ils sont en Afrique, la plupart d'entre eux ne payent pas des impôts. S'il n'y a pas de revenus dans un pays, on ne peut pas investir dans l'éducation, on ne peut pas investir dans la santé. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement la dynamique entre les pays riches et les pays africains et poser les choses très clairement en disant tel gouvernement fait ça, on ne fait pas ça. Si j'ai l'impression d'entendre toujours cette rhétorique. Les gens sont corrompus en Afrique, mais ils sont corrompus pourquoi? Mais qui corrompt? Sophie. Je voudrais revenir un petit peu sur le fond des propos d'Emmanuel Macron, parce que vous avez vraiment commenté quand même la forme. Vous-même, vous êtes partisane d'une meilleure éducation des filles, etc. Est-ce que vous n'admettez pas qu'un meilleur contrôle des naissances pourrait tout de même aider les gens à pouvoir se nourrir mieux? Et quand on observe aussi que, par exemple, c'est le Niger ou le Mali qui ont effectivement, là, du coup, 6 ou 7 enfants par femme, et qui sont en fait les pays les plus pauvres de la zone, est-ce que là, il n'y a pas une corrélation? Alors, le Niger a de l'uranium. Pourquoi est-ce que cet uranium ne sert pas à développer le pays? Si le gouvernement du Niger n'est pas en cheville avec les pays qui ont besoin de l'uranium
pour pas que les retombées servent au pays, on en est toujours là. Il faut avoir les moyens de ce qu'on dit. C'est pas, si vous allez dire à une femme ou à un homme de ne pas avoir 6 ou 7 enfants, il vous dira c'est pas votre problème. Mais quand, il faut que les gens sentent d'eux-mêmes que ce n'est plus viable. Parce que s'il y a de l'argent qu'on investit dans un pays et que ça crée de l'emploi et qu'on a envie que sa vie soit meilleure, on se rend compte systématiquement qu'avoir 6 ou 7 enfants, ce n'est pas la solution pour avoir une vie décente. Ça, c'est une partie du problème. Il faut déjà que les pays qui ont des ressources, ces ressources-là puissent servir au pays. Et comment est-ce qu'on en arrive à ça? Aucun économiste m'a répondu à ma question. Comment est-ce qu'un continent qui est le plus riche sur cette planète est le plus de pauvres? Parce que si l'économiste commence à me répondre à ça, on déconstruit tout et on revient toujours au pays à qui ça profite. Le conflit en République démocratique du Congo, les femmes qui sont violées, ce n'est plus le coltan, c'est le cobalt dont on a besoin pour les batteries, pour tout. Et pourquoi est-ce que ça ne finit pas ce conflit? Parce que si le conflit finit, tout d'un coup, le prix du cobalt va augmenter. Et qui c'est qui va en profiter? Ce n'est pas les Africains, c'est toujours les Occidentaux qui en profitent. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tant que les pays riches ne prendront pas leurs responsabilités, ça ne marchera jamais. On peut mettre les présidents à la Cour pénale internationale de justice, ça ne marchera jamais parce que ceux qui sont les acolytes de ces dirigeants qui font ce qu'ils font, sont ici en Europe, ils doivent se retrouver sur les mêmes bancs que les autres. Donc, Angélique, on entend, hein, vous êtes une femme de conviction. Alors, vous avez aussi des valeurs qui sont très importantes pour vous. C'est la liberté, c'est la démocratie. Alors, ces derniers jours, il y a une actualité sur le continent africain qui questionne. Oui, alors le Togo, par exemple, deux journées de manifestations monstres, une opposition qui demande en fait qu'on revienne à la Constitution de 92 où il y avait une limitation des mandats. Vous êtes pour cette limitation des mandats? Absolument. Voilà. Absolument, parce que le peuple a besoin de plus de démocratie et de plus de transparence. Et ce n'est pas seulement au Togo que ce phénomène va se répéter, c'est partout en Afrique. Nous, au Bénin, on a réussi, à partir de la dictature communiste que j'avais fui, à la démocratie aujourd'hui sans aucun bain de sang. On a réussi à le faire parce qu'on a pu réussir à se parler, à se comprendre. Et au jour d'aujourd'hui, dans la Constitution du Bénin, il y a des termes. Combien de temps on reste au pouvoir et après on parle. Combien de mandats? C'est 2 mandats au maximum. Donc, il est temps que les chefs d'État qui restent ad vitam aeternam au pouvoir se rendent compte que les populations changent. Parce que s'ils ne partent pas d'eux-mêmes, les populations les forceront à changer. Et ce qui me désole dedans, ça va se passer dans des bains de sang. Et moi, je déteste les vies qui se perdent inutilement, alors qu'il suffit tout simplement d'un bon sens pour dire « je suis resté suffisamment au pouvoir et je vais partir ». Et la question que moi je me pose, c'est pourquoi ces dirigeants veulent rester au pouvoir? Pourquoi? Quels sont les besoins? De quoi ils ont besoin pour rester au pouvoir? C'est parce qu'ils font beaucoup d'argent, pas la corruption. Alors, voilà. Angélique Kidjo, au Togo justement, qui est voisin du Bénin, est-ce que Faure Gnassingbé doit partir? C'est pas moi de le dire, c'est les Togolais qui doivent décider. Moi, je ne connais pas la politique au Togo. Je ne suis pas dans ce pays-là. Je ne connais pas les réalités de ce pays-là. Je ne peux même pas dire ce qu'il faut pour le Bénin parce que je n'y vis plus. Mais c'est les populations qui doivent demander. C'est les populations qui le demandent aujourd'hui. Donc, quand on est dirigeant d'un pays, il faut répondre au peuple. Et si le peuple décide qu'on n'a plus envie de vous voir là, vous n'êtes plus là. Ça doit se passer dans la rue? Où est-ce que vous voulez qu'ils partent? Ils vont aller parler au président, ça ne va rien changer. Si les gens ne sont pas dans la rue à dire on veut une démocratie beaucoup plus claire, personne ne les écoute. Est-ce que, Angélique Kidjo, vous avez l'impression que se mettent en place des sortes de dynasties en ce moment en Afrique? Il n'y a pas qu'en Afrique, dans le monde arabe aussi, mais vous avez au Gabon père-fils, au Togo père et fils, et je n'ai pas forcément tout le monde tous les pays en tête. Donc est-ce que vous avez l'impression que la démocratie en fait est dévoyée pour devenir une sorte de monarchie républicaine, quoi? Oui, mais ces monarchies dont vous parlez, qui c'est qui les a mis au pouvoir au départ? Comment est-ce que le père Bongo est arrivé au pouvoir? Par la France. Voilà, alors, donc c'est tout. Vous avez répondu à la question que vous m'avez posée. Permettez-moi de rappeler concernant le Togo que notre correspondante, Emmanuelle Sodji, qui a couvert les grandes manifestations de l'opposition en début de semaine, 100 000 personnes à Lomé, la capitale, eh bien, elle s'est vue retirer son accréditation de journaliste dans ce pays alors qu'elle ne faisait que son travail de reporter.